Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Il est le Cerebral Assassin, le King of Kings et l'actuel responsable créatif de la WWE. Mesdames et messieurs, Triple H! Dans cet entretien passionnant avec Logan Paul qui a eu lieu le 2 août 2022, The Game nous parle entre autres de sa rivalité avec The Rock, de comment il a appris, en travaillant avec des légendes, à transmettre des émotions dans le ring, mais aussi du jour où il a assommé Kurt Angle par accident pendant un match. N'hésitez pas à faire comme Laxoé, qui est très fidèle à la chaîne et qu'on remercie du fond du cœur, en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Triple H chez Logan Paul. C'est parti! Mon invité aujourd'hui est une des superstars de la WWE les plus iconiques de tous les temps. Il est maintenant le responsable créatif de la compagnie. C'est mon patron. Et il est le 14 fois champion du monde, le Cerebral Assassin, Triple H. C'est bien, tu l'as lu de manière agressive. Ça me plaît. Merci. Je travaille sur mes compétences au micro maintenant que je suis une superstar de la WWE. Je peux imaginer à quel point vous êtes occupé. Vous êtes arrivé en avion hier soir? Cette semaine a été folle. En l'espace de quelques jours, j'ai passé une journée avec ma fille pour son anniversaire. J'ai été 2 fois à des try-outs qu'on a organisés avec 50 sportifs universitaires. J'ai eu un dîner d'affaires avec certains de nos partenaires. J'ai eu une réunion du conseil d'administration de plusieurs heures. J'ai été à SmackDown. J'ai été au one-man show de l'Undertaker. J'ai enchaîné des voyages en avion. Et je m'apprête à aller au stade pour notre show SummerSlam, où tu vas tout déchirer. J'ai vu que c'est un stade sans toi. Je me demande si ça change quelque chose en termes d'humidité ou d'énergie. Dans des shows, dans des stades comme ça, il y a toujours un léger décalage avec les réactions du public. Si tu fais quelque chose de fou par exemple, il y aura un temps très court, puis on entendra la réaction. Une des arènes les plus bruyantes dans lesquelles j'ai catché, c'est la All-State Arena à Chicago. J'ai eu un match avec Stone Cold Steve Austin à la fin des années 90. Austin était populaire comme jamais. Et je me rappelle être dans le ring, et alors que j'étais qu'à quelques dizaines de centimètres de lui, je devais crier pour pouvoir communiquer avec lui. Et en plus, Steve, il est sourd. Des arènes comme ça, avec un toit, pas très grande, c'est comme si ça vibrait à travers toi. C'est différent de quand tu as affronté le boxeur Floyd Mayweather au Hard Rock Stadium à Miami. Dans un match comme ça, tu es concentré que sur ton adversaire. Tu te soucies moins des fans. Nous, notre mission, c'est de faire réagir le public. Ce qui compte, c'est pas les prises. C'est comme quand tu regardes un film. Il y a tellement de films avec des budgets colossaux, des effets spéciaux, plein d'éléments qui visuellement te font halluciner, mais où tout le monde s'en fout parce qu'il n'y a pas d'histoire. Ce que nous on fait, c'est pas juste des prises, c'est ce que tu fais entre les prises. C'est les personnages et l'histoire. Il y a très peu de sportifs comme toi qui ont su apprendre aussi vite à catcher dans le ring. Mais je peux te citer beaucoup plus de mecs qui étaient pas du tout des bons athlètes, mais qui étaient incroyablement populaires dans ce business. Il y a des fanatiques de ce qu'on fait qui disent « Oh mon Dieu, ce match était génial, ces gars étaient tellement bons !» Mais les autres spectateurs disent « Ouais, bon. » Tu te rappelles de ces 2 gars? Ils ont eu un bon match. Je sais pas comment ils s'appelaient, mais ils étaient bons. On doit être mémorable, toucher leurs émotions. Ma femme, Stephanie McMahon, dit toujours que les gens ne se rappellent pas de ce que tu as dit ou de ce que tu as fait, mais de comment tu les as fait se sentir. Notre business, c'est les émotions. Ce qui procure des émotions aux spectateurs, c'est la joie de la victoire, la tristesse de la défaite. Ces moments où un gars se sort juste avant le compte de 3, alors que tu lui as fait la misère. Et si les mecs ralentissent et laissent cette histoire se mettre en place, ça change tout. Quand tu es nouveau dans le catch, ou que tu n'as pas encore compris ce concept, si tu fais quelque chose et que tu obtiens une forte réaction des fans, tu vas avoir l'adrénaline et tu vas avoir envie de battre le fer tant qu'il est chaud. Ton instinct va être de tout de suite faire le prochain truc. Non! Ne bouge pas! Attends! Laisse-les se demander ce qu'il va se passer. Et ils vont devenir fous. Il faut avoir ces moments
où le spectateur va être impatient de voir la suite. C'est là qu'on crée de la magie, et on a besoin de ces moments. Le reste, c'est juste comme un film que tu regardes en te disant « Ouais, c'était cool », mais que tu as complètement oublié le lendemain. Au contraire de quelque chose que tu regardes et dont tu vas parler pendant des jours et des jours après. Combien de temps ça vous a pris à vous de d'abord maîtriser tout l'aspect physique et technique du catch, puis ensuite de contrôler tous ces détails qui font toute la différence pour toucher les spectateurs? Ça prend du temps et chacun est différent. Moi, je suis arrivé en 1995 à la WWE et il y avait Bret Hart, Shawn Michaels, Razor Ramon, Diesel, tous ces gars qui ont une expérience incroyable dans le storytelling, pas juste dans les prises et les mouvements. Scott Hall, un de mes amis les plus proches et qui est hélas décédé, m'a tellement appris. Il mérite tellement d'être davantage reconnu. Après nos matchs, il me disait genre « Pourquoi tu te relèves aussi vite quand on fait ce truc? Ça a pas de sens. Reste allongé. Laisse les spectateurs venir à toi et ils vont devenir fous. » La fois suivante, dans le ring, il me disait « Bouge pas. » On restait allongé et d'un coup, les gens devenaient tarés et c'était comme une révélation pour moi. J'ai plus appris en travaillant avec des gars comme les Bushwhackers, les catcheurs tag team. Une fois, on a été au Koweït, au Moyen-Orient. Pendant plusieurs soirs, on a fait des shows dans la même arène, mais tous les soirs, je travaillais avec un gars différent. Ces mecs-là étaient plus âgés, ils voulaient s'amuser et ils voulaient rendre chaque match unique. Donc il fallait apprendre à raconter une histoire avec eux, sans qu'ils doivent se prendre plusieurs bumps. C'est à cette période que moi, j'ai appris cet aspect du catch, la psychologie, le contrôle de la foule. Quand tu arrives à avoir ce contrôle, même si tu penses que tu vas faire telle prise parce que c'est ce que tu t'es dit avec ton adversaire, tu vas sentir que les spectateurs deviendraient encore plus fous si tu faisais tel truc. Et là, ça devient vivant parce que tu suis leur feedback, mais tu essayes aussi de les surprendre en même temps. Quand tu arrives à ce niveau, rien de ce qui peut arriver dans le ring ne peut échapper à ton contrôle. Vous avez un moment dans votre carrière qui se démarque comme le moment le plus fou que vous ayez vécu? Il y en a tellement. Une fois, The Rock, Kurt Angle et moi, on était dans une storyline. On avait un match triple threat en pay-per-view. Stéphanie en faisait partie. Et dans ce match, je devais faire un pedigree à Kurt Angle et le faire passer à travers une table. Sauf qu'au moment où je m'apprêtais à lui faire le pedigree, alors que je lui avais déjà attrapé le bras, la table s'est cassée alors qu'on était dessus. Ma priorité, c'était de protéger Kurt, ce qui est la première règle dans ce business, protéger son adversaire. Mais on atterrit et je vois sa tête cogner le boîtier de commande. On tombe et quand on est par terre, j'entends Kurt ronfler. Il est complètement KO. Je lui dis « Kurt, ça va ?» Et là, il se réveille et essaye d'enlever son protège-dents, alors qu'il n'en avait pas. Je l'attrape et je lui dis de ne plus bouger. Je dis à l'arbitre qu'il est dans les vapes, donc il le ramène en coulisses, ce qui était censé arriver à la base. Sauf que là, il est KO. Il a aucune idée d'où il est, et on ne sait pas s'il va pouvoir revenir. Alors que tout le finish qui était prévu au départ, c'était qu'il revienne des coulisses avec Stéphanie. Kurt est parti, et à ce moment-là, The Rock et moi, on improvise complètement. L'arbitre, Earl Hebner, était en contact avec les coulisses grâce à son oreillette, et je lui dis « Earl, ne me dis rien de ce qu'il te raconte des coulisses. Ça m'est égal. Tout ce que je veux savoir, c'est si Kurt Angle reviendra ou pas, et s'il sait où il est. C'est tout. Et dis-moi quand. Et avec The Rock, on peut continuer et on se débrouillera en fonction de ça. » Et alors qu'on était toujours en train d'improviser, on nous dit que Kurt Angle peut revenir dès qu'on est prêt, mais qu'il a aucune idée d'où il est. À ce moment-là, avec The Rock, on voit Kurt arriver. Stéphanie le tenait comme un enfant pour l'accompagner, et il était complètement à l'ouest. On lui disait quoi faire, il était complètement ailleurs. Et pourtant, quand on revoit ce match, on pourrait jamais se douter qu'il y avait le moindre souci. Mais pour nous, c'était de l'inconnu complet. Ce genre de choses peuvent arriver. Des blessures, des changements de plan, des imprévus. Vous avez eu une rivalité légendaire avec The Rock. Et c'est une des choses les plus cool qui soit arrivée. Sur le moment, tu réalises pas.
Stone Cold, The Rock, moi, on a tous déjà eu l'occasion de dire à quel point cette ère-là était incroyable. Tout le talent qu'il y avait. À quel point c'était spécial. Et pourtant, sur le moment, c'était juste un jour comme un autre pour nous. À l'époque, on réalisait pas. Et c'est maintenant qu'on se rend compte comme c'était exceptionnel. Je pouvais travailler avec les gars les plus talentueux du business. Quand The Rock a débarqué, je commençais à grimper sur la carte. C'était comme si nos carrières étaient alignées. D'abord, on s'affrontait pour le titre intercontinental, en étant deux mecs qui essayaient de se faire connaître. Ensuite, on avait réussi à percer, et on s'affrontait encore pour le titre intercontinental. Dans un ladder match à SummerSlam 1998 par exemple. Puis, après, on avait une rivalité pour le titre WWE. Et au milieu de tout ça, Stone Cold s'était blessé, alors que c'était le gars le plus populaire de la compagnie. Il fallait que je sois l'antagoniste de ces mecs-là. The Rock, au moment où je l'ai rencontré pour la première fois, je me suis tout de suite dit qu'il avait un charisme incroyable, que dès qu'il se serait trouvé en termes de personnalité, il emmènerait le business vers un autre niveau. Et c'est ce qu'il a fait. Je savais qu'ils avaient besoin d'un rival, et je voulais avoir ce rôle du méchant principal. Mon seul regret avec The Rock, c'est qu'en 2000, on était censé faire le main event de WrestleMania ensemble, et ça aurait été épique pour nous. C'est l'année où ça a finalement été un match à 4, avec aussi Mick Foley, que j'étais censé avoir mis à la retraite un mois avant, et le Big Show. Quelques mois plus tard, j'ai eu un 1 contre 1 avec The Rock dans un Iron Man match qu'on aurait voulu avoir à WrestleMania. C'est dommage, parce qu'on avait eu cette rivalité passionnée sur plusieurs années, et on n'a jamais pu la conclure sur la plus grande plateforme possible. Et je pense que c'est ce que The Rock ressent aussi. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on avait eu un petit segment backstage ensemble. Il était venu me voir à l'époque en me disant qu'il voulait qu'on ait un match ensemble au WrestleMania suivant. Et finalement, ça n'a pas pu arriver à cause de son emploi du temps. Stone Cold et The Rock sont les deux adversaires avec lesquels j'ai le plus travaillé à cette époque. Même en 1998 par exemple, avant le match de Shawn Michaels contre Stone Cold à WrestleMania 14. Les mois d'avant, c'est moi qui affrontais Austin tous les soirs pour préserver Shawn. C'était un environnement très compétitif. On s'entendait tous bien, mais c'était une compétition. Mais dès que j'étais dans le ring avec The Rock, je sentais tout de suite que c'était magique, qu'on avait une alchimie incroyable. Et voilà pour cette première partie de l'interview de Triple H avec Logan Paul. Un entretien passionnant qui fait réfléchir. On pense notamment à l'importance pour lui de savoir raconter une histoire en tant que catcheur et de maîtriser l'aspect psychologique d'un match. Et ça me fait vous poser une question. Qui sont, à vos yeux, les superstars actuels chez qui on retrouve le plus ces qualités? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, vous auriez aimé que Triple H affronte The Rock une dernière fois à WrestleMania, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.